Hey, blondin! Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Moin, bienvenue sur la chaîne Le Concept, c'est le concept. 4281 jours, soit 11 ans, 8 mois et 21 jours, la suite du livre 6 de Kaamelott est enfin sortie. Alors, est-elle à la hauteur des attentes ou est-ce que... C'est de la merde. Wow, on se calme. Ce n'est qu'une supposition. Alors passons tout de suite au concret. Attention spoil, car ceci n'est pas une critique de Kaamelott, premier volet. Vous entendez quelque chose? Y'a un type avec une voix de con qui vient de dire « Vous entendez quelque chose ?» Il était une fois un royaume. Le royaume de Kaamelott. Qui s'écrit avec un K au lieu d'un C. Parce que voilà. Et avec deux T à la fin pour que ça s'entende. Comment? J'ai pas compris. Bah oui, sinon ça fait pas Kaamelott, mais ça fait Kaamelott. Ça fait un peu con. Pareil, après le K qui n'est pas un C, il y a un A, mais il y a aussi un A. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Non mais essayez de suivre aussi, bon c'est simple. En gros, il y a un royaume qui est géré par un gars, le roi Arthur, qui a pour but avec son équipe de chevaliers de retrouver le Graal, le sang du Christ. Graal avec deux A aussi d'ailleurs. C'est fait exprès? Non. Non mais avouez quand même que c'est curieux. Non, mais non, c'est pas ça. Ok, non mais je reprends, y a pas de problème. Non mais en gros, bon le gars il galère et du coup bah ça devient vite la merde et Lancelot fait un pitch. Mais personne dit ça. Mais bon d'accord, il fait pas vraiment un pitch, on lui donne le pouvoir, mais je suis obligé de résumer aussi depuis le début parce que si je veux résumer le film après c'est n'importe quoi. Donc Arthur finit par comment on dit là? Ah mais il s'exigue. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Bah c'est de moi. Mais avouez quand même que c'est galère de résumer 6 livres. En plus, c'est même pas des livres avec des pages, c'est des saisons, là. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Bah allez-y, vous résumez depuis le début pour voir. Eh bien, c'est l'histoire d'un petit ourson Un ourson, oui, tout à fait. qui s'appelle oui. Arthur. Et il y a une fée, un jour, qui vient voir petit ourson et qui lui dit « Arthur, tu vas partir à la recherche du vase magique. » Et elle lui donne une épée magique. Un vase magique, une épée Oui, magique. parce qu'il y a plein de trucs magiques dans l'histoire. Ah bah vous voyez, c'est pas si simple. Hein. Mais à la fin, mais est-ce que ça va finir? Non mais oui, stop, effectivement. Donc de toute façon, tout le monde connaît l'histoire. Donc Arthur, il a été obligé de s'exiler. Ah voilà, c'était le mot que je cherchais, c'était exilé que je cherchais. Ah, la barbe! Et après? Bah en gros, il revient, puis il reprend l'épée, puis il casse la gueule à Lancelot qui a un costume rigolo. Kaamelott premier volet est sorti le 21 juillet 2021, écrit et réalisé par Alexandre Astier avec Alexandre Astier, Thomas Cosso, Anne Giroir, Lionel Astier, Joël Sevilla, Jean-Christophe Ambert, Franck Pitiot, Jacques Chambon, etc. et plein d'autres acteurs à la renommée... Renommé. Qui es-tu, renommé? Oui voilà, donc passons tout de suite à la vie. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Je viens de sortir de l'avant-première. Je suis dégoûté. En vrai, je suis dégoûté. Ouais, c'est le mot. Je suis plutôt déçu. Même si je pense. Oh, purée. Ça va être compliqué quand même d'en parler, hein, parce que là, je le fais un peu à chaud, évidemment. Donc, j'ai juste eu le temps de rentrer chez moi, de me faire un café et de mettre tout ce que j'avais envie de dire par écrit. Pour rien perdre, mais globalement, je suis déçu. Donc, on va tout de suite rentrer dans le sujet de pourquoi. Qu'est-ce qui me fait, moi, en tant que fan de Kaamelott de la première heure, qu'est-ce qui me fait tilter dans ce premier volet? Je vais quand même commencer par du positif. La première partie est bonne. J'ai trouvé la première partie très bonne. Guillaume Gallienne, qui joue Algazar, est vraiment très bon. Vraiment dans la lignée des autres personnages qu'on a pu voir tout au long de la série. Il amène quelque chose d'assez cool, il joue bien, je l'ai trouvé très drôle. Ça a été aussi un gros plaisir de revoir le duc d'Aquitaine, donc Alain Chabat dans son rôle. J'ai vraiment trouvé, mais et pour moi, il supplantait tout le film, il était vraiment magnifique dans ce film, très drôle, ainsi que sa femme aussi, il y a toujours un bon duo entre eux. Je me rappelle plus du nom de l'actrice, par contre, je suis désolé. Mais je trouve que ça marche très très bien, sauf que bah, du coup... on les voit pas longtemps, donc après j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'au moins on n'a pas le temps de trop s'attacher, puis c'est un peu comme ça dans la série, on voit pas des passages tout le temps, on passe très vite d'un personnage à un autre,
Donc là, on en a vu suffisamment de lui, et honnêtement, ce qu'on a vu du duc d'Aquitaine m'a fait beaucoup rire. Le côté toujours un peu excentrique de ce personnage. Après, une fois que Arthur, donc, une fois qu'il est retrouvé par Algazar et racheté par le duc d'Aquitaine et qu'il arrive sur l'île de Bretagne, là pour moi le film se casse la gueule, malheureusement. Je trouvais qu'il y avait trop de clins d'œil en termes d'humour à d'autres gags qu'on a déjà eu dans la série. Là, je pense tout de suite à Cadoc qui fait les pattes de canard, et bah là c'était la mare au canard, c'était rigolo une fois. Il le fait 2 fois, 3 fois, c'est un peu lourd. Le roi Lot qui fait encore plein de citations latines. La première qu'il fait, elle est très très bonne. Je sais plus comment il la tourne, mais c'était assez inattendu et c'était ouais, il reprend un gag vieux comme le monde, parce qu'on connaît tous ces phrases à rallonge latines qui veulent rien dire, en latin plutôt. Et là, il arrive à en sortir une très bien, sauf qu'il en sort 3 ou 4 dans le film, et les autres sont moins bonnes, alors que la première juste était très bien, il aurait fallu s'arrêter là. Et je pense que c'est un peu à l'image de tout ce qui arrive à partir du moment où Arthur refout un pied sur l'île de Bretagne, c'est que il y a un gag à chaque fois qui rappelle un autre truc, qui s'est déjà passé dans la série, qui marche bien en général, c'est drôle. Mais on en fait un peu des caisses malheureusement, et là où j'en veux un peu à Alexandre Astier, enfin c'est que de mon point de vue, hein, encore une fois, un avis c'est subjectif, c'est qu'il disait qu'il voulait pas faire un Camelot que pour les fans, qui était attendu par les fans. Bah, j'ai clairement l'impression d'avoir vu un Camelot fait pour les fans, quoi. Clairement, il y avait beaucoup de fanservice. Ça manquait de nouveauté, un peu comme... je suis déjà un peu dans la conclusion, j'ai peut-être un peu trop vite, donc on va continuer tranquillement. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de gag ou de situation où on se dit, tiens, ça vient de ce film. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été créé par ce film, et on va se dire, tiens, c'est dans le film qu'il y a ça, et... Non, j'ai l'impression qu'au contraire, le film a amené plein de trucs où on se dit ouais, c'est un bel hommage à la série. Sauf que si ça avait été qu'un film, ok, mais là, ça annonce être le premier d'une trilogie quand même. Donc, va falloir que ça soit un peu plus costaud que ça, je pense. Là, à un moment aussi, pour aller retirer l'épée, Perceval croise son frère. Bon, on amène un frère, pourquoi pas, mais pareil, encore une fois, le passage, il l'a amené, il n'est pas exploité, on le revoit plus après. Peut-être qu'on le reverra dans les autres films, hein. Sait-on jamais, mais... En vrai, est-ce qu'il y a vraiment besoin que ce soit son frère pour qu'il fasse une partie de leur jeu? Et ce qui est cool, c'est que pour une fois, en fait, par rapport à la série, ils reprennent le gag de ils vont jouer à un jeu du Pays de Galles que seul Perceval connaît les règles, mais pour une fois, il y a quelqu'un d'autre qui connaît les règles. Donc, ok, bon, le fait que ce soit son frère, ça aide. Et pour une fois, c'est pas un jeu de table, c'est un jeu qui se joue en vrai, et du coup, c'est le bordel. Ça rappelle l'épisode de la série où, je sais plus, il joue à un jeu avec une balle aussi, où Bort, il est arbitre et finalement il veut jouer. Et pareil, c'est un épisode qui est assez marrant, où il y a un peu de bordel. Sauf que là, ça marche pas dans le film. Parce que très vite, ça devient le bordel sur le terrain. Au début, c'est rigolo parce que faut prendre des positions et tout un peu bizarre. Enfin, il y a plein de contre-ordres. Même il y a le gag qui m'a beaucoup fait rire de Alexandre Astier, enfin, le roi Arthur qui demande est-ce que ça joue avec une balle, et personne qui demande non, pas forcément, mais qu'on lui amène une balle, tu vois. Enfin, genre, il y a besoin d'une balle et finalement il joue avec la balle aussi, ce qui n'a aucun sens. Et le problème dans cette scène, c'est que très vite ça devient n'importe quoi. Il y a plein de trucs qui pourraient être drôles, mais sauf que c'est tourné de manière à être trop près de tout le monde, et c'est trop le bordel, et c'est souvent le cas dans pas mal aussi de scènes d'action, de combat. On fait des plans bizarrement, en fait, sur quand il y a un coup est donné, bah pas sur un angle sympa ou une vue d'ensemble, mais sur trop près pour montrer qu'il y a de la KU et tout, et du coup, plein de plans sont bordéliques, et en plus pas très beaux à voir, je trouve. Je trouve qu'on gagne beaucoup plus en clarté, notamment, je vais un peu trop vite en besogne, mais le combat final entre Lancelot et Arthur, il y a on voit clairement que... Non, pareil, non, même ça, c'est pas fou. Mais il y a plus de plans d'ensemble, parce que là, il y a Excalibur qui a un peu plus de gueule. Du coup, on voit que Alexandre Astier voulait plus la montrer aussi au moment de ce combat. Mais même ce combat, il est raté, parce qu'il se passe derrière une table. Vous avez peut-être vu le film. Je rappelle que ça spoil, hein. J'aurais peut-être dû le dire avant, ça. Mais je l'ai dit au tout début de l'épisode aussi, il faut suivre. Et le combat se passe derrière une table. Putain, c'est Arthur contre Lancelot. On attend ce combat depuis 11 ans, quoi. 11 ans, et ça se passe derrière une pauvre table à la con. On voit quasiment rien. Le combat dure 30 secondes à peine. Il y a un flashback en plus à la con. J'y reviendrai après à ces flashbacks.
Donc ouais, tout ça pour revenir sur la partie du jeu qui est amenée, elle est pas très intéressante malheureusement, alors que l'idée est bonne, pourtant l'idée est bonne, il y a plein de bonnes idées dans le film, et je trouve que beaucoup sont ratées, quoi. Et enfin, pour en venir au combat final entre Arthur et Lancelot, bah, encore une fois, Arthur laisse Lancelot en vie. Pourquoi, merde? C'est montré que, dans tout le film, c'est montré que c'est un salaud, c'est tout le temps montré, c'est même dit à un moment à Arthur, je pense que d'ailleurs c'est ce qui fait un peu l'élément déclencheur, c'est qu'il... Lancelot a fait en sorte, je crois, qu'il y ait de la peine de mort pour les enfants aussi. Les enfants, c'était le combat de tout le livre 5, si je dis pas de conneries, de Arthur, où il recherchait sa descendance. Et on sentait que les enfants, ça le touchait. Et même le dernier épisode du livre 6, quand il se barre, il insiste pour qu'il y ait des bandages sur ses bras pour que les enfants ne le voient pas. Donc clairement, c'est important pour lui. Et bah... Là, on se dit, bah tiens, peut-être qu'Arthur il pourrait être friable. Là, ça pourrait le faire déjoncter et tuer Lancelot parce qu'il touche à des gosses, Lancelot. Et bah non, il le laisse en vie et on n'a pas la raison. Enfin, j'espère qu'on la connaîtra après. Mais le problème de ce film, c'est qu'il répondait quelque part à un livre 6 qui laissait plein de choses en suspens. On aurait aimé voir une suite et pas plus de questions amenées encore, quoi. Ou alors des interrogations qui seraient utiles, là, honnêtement. Je m'en fous de savoir pourquoi il l'a laissé en vie. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ils ont beau l'expliquer comme ils veulent. Ça n'a pas de sens pour moi. Merde, Arthur, d'accord, c'est gentil. Bah, il peut buter Lancelot. À un moment où Lancelot, on lui donne les pouvoirs gentiment. Il fait quoi? Il fait de la merde. Tout ça parce qu'il l'a rêvé dans le livre 6. Merde. Merde. Enfin, putain, je suis content d'en arriver là sur mes notes. La trame du flashback. On revoit Arthur quand il est encore plus jeune que dans le livre 6. C'est ça, dans le livre 6. À Rome, bon là il est pas à Rome mais il est en train de devenir un peu un soldat, en train de faire son cursus militaire, et je crois qu'ils sont partis 2 ou 3 ans quelque part au Moyen-Orient visiblement. D'ailleurs les décors sont magnifiques là-bas dans le film, ça rend super bien. Mais il est là-bas et il fait la rencontre d'une fille, une sorte de princesse de là-bas, qui se fait un peu casser la gueule et avant de se barrer, il va tuer, je crois, d'après ce que j'ai compris, hein, parce que honnêtement, je suis un peu fatigué, donc on peut me pardonnez-moi à ce niveau-là, mais il tue la maîtresse de cette personne qui, je pense, battait cette femme. Et voilà. Et ça, je ne comprends pas à quoi ça servait. J'ai pas réussi à comprendre. J'aimerais revoir le film pour essayer de comprendre ça. Je n'ai pas compris ce que ça a amené au film, en fait. C'est limite plus bordélique parce que ça amène une autre espèce de fille dont Arthur il a été amoureux avant mais qu'il ne revoit jamais, alors qu'il y a déjà eu ça dans le livre 6. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ramener encore ça, quoi? Qu'est-ce qu'on va apprendre de ça? Le seul truc que je peux tirer de ce petit événement qui est ce flashback, ce passé d'Arthur, c'est juste qu'il a voulu défendre une fille, et ça honnêtement t'as pas besoin d'un flashback où on revient 4 ou 5 fois pendant le film dessus, à coup de 5 minutes à peu près à chaque fois, pour voir ça, quoi. Bon, ça permet en tout cas, quand même, de faire respirer le récit, globalement, parce que sinon on aurait été toujours dans la quête principale de revenir sur l'île de Bretagne, reprendre Excalibur et casser la gueule à Lancelot, qui est d'ailleurs très prévisible, qui était d'ailleurs très attendu par tout le monde, je pense, et il n'y a pas vraiment de surprise pour le coup. Mais c'est peut-être le seul mérite qu'a ce flashback. Tout ce qui est côté Royaume de l'Ogre dirigé par Lancelot avec ses sous-fifres, donc il y a Christian Clavier, le prêtre, le roi Lot, Antoine Decaune, je sais plus comment il s'appelle dans le... Seigneur Dagonet, pardon, Dagonet. J'ai trouvé ça très cool. J'ai trouvé ça très cool et aussi très drôle. Drôle notamment quand les Burgondes viennent les attaquer et qu'il y a un plan, je crois, sur 3 ou 4 fenêtres où ces 3 ou 4 sous-fifres, sont alignés et ils font des commentaires en fait, et j'ai trouvé ça vraiment hilarant pour le coup. Après, si je devais encore amener un reproche, je pense que le film aurait été plus cool si on s'était plus attardé sur Lancelot, sur ses aspirations, pourquoi il est méchant encore, pourquoi il est comme ça, même si c'est évoqué dans le livre 5, 4 ou 5, je sais plus, le fait qu'ils veulent amener la lumière du Graal que pour lui et tout. Là, il ne recherche plus le Graal, juste ce qui est montré, c'est qu'il cherche juste à trouver Arthur, c'est tout. Mais il doit pas faire que ça à un moment, je pense qu'il a d'autres choses à amener, d'autres choses plus cool, et j'espère qu'on va les voir plus tard, parce que là, clairement, c'est mauvais, quoi, c'est dommage. Il n'y a pas vraiment de motivation qui sont amenées de sa part, et ouais, je sais pas, il devient un personnage un peu moins intriguant, parce qu'il était pas mal quand il avait sa phase de rébellion.
il était d'une froideur assez chouette. Et là, par exemple, quand il s'échappe, quand Arthur le laisse se barrer, il se met en mode ah ah ah, vous êtes faible. Ah ah ah. Il se met à rigoler un peu en mode ouais, j'ai gagné et tout. L'ancien Lancelot, il aurait pas fait ça, il aurait juste dit vous êtes faible, il se serait barré en disant rien. Là, il y a un côté je suis le méchant, je rigole. Ah ah. Non, putain, merde, c'est Lancelot, quoi. C'est, je pense, le personnage le plus cool, le plus intéressant, le plus mystérieux de la saga. Et il vient ça, quoi, merde. Merde. Tout ce qui est maintenant côté Perceval et Caradoc, donc qui eux ont formé la résistance et qui sont dans les souterrains parce que ça fait classe, d'après leur propre terme. Donc pour eux, pour le coup, ils sont dans la lignée d'eux-mêmes. Hein, c'est toujours les mêmes personnages, et ce qui est très très bien. Et ils sont aussi, en termes de quête, en termes d'aventure à eux, dans la lignée du livre 5, on va dire, dans le fait d'avoir créé leur propre clan, d'être devenus des sortes de chefs. Même si là, alors là, c'est totalement personnel, c'est bien fait et tout dans les saisons, mais c'est pas forcément ma tasse de thé à moi, le fait qu'ils deviennent chefs. Je préfère dans les premiers livres où ils sont plus à essayer de parfaire leur technique et tout. Je suis moins fan quand ils deviennent chefs de clan. Mais voilà, ça c'est, encore une fois, c'est personnel. Les nouveaux personnages qui sont amenés liés à ce petit univers-là, notamment les deux filles de Caradoc. Alors, j'ai pas regardé, j'ai pas réussi à avoir l'info, puis là j'ai pas forcément envie de regarder maintenant parce que je vous fais dire qu'il est tard chez moi. Mais je crois que les deux filles de Caradoc sont toujours les filles d'Alexandre Astier. Hein, il me semble que c'était les filles d'Alexandre Astier déjà dans la série, quand on voyait les filles de Caradoc. Et ben ces deux personnages-là, ainsi que l'amoureux de une des filles, plus ses deux potes à lui, donc ça fait 5 personnages, si vous suivez. De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Bah, je trouve qu'encore une fois, ils amènent pas grand-chose, malheureusement. J'ai même trouvé ça un peu lourd, tout ce qui était échange entre eux. Si peut-être les deux filles, je les trouve chouettes dans le sens, elles se rebellent un peu, elles osent ouvrir leur gueule, ça, je trouve ça assez chouette, qu'il y ait d'autres personnages féminins un peu forts. C'est toujours une force ça dans Kaamelott, je trouve les passages féminins sont toujours assez forts. Mais ces personnages-là ne mènent pas grand-chose et ils amènent pas non plus grand-chose, on va dire, en termes de personnalité propre. Sinon, l'utilisation des Burgondes, ça c'est clairement, je trouve, la bonne idée du film. C'est le truc vraiment drôle et bien utilisé, c'est-à-dire de prendre les Burgondes qui, depuis le début de l'univers Kaamelott, sont des nazes, parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent, ils font n'importe quoi et on comprend jamais le roi Burgonde, et en plus, visiblement, il contrôle ses troupes comme de la merde. Et finalement, que ça soit utilisé comme levier après pour attaquer le château de Kaamelott, parce que Arthur arrive à faire en sorte de coordonner cette armée grâce au pouvoir de la musique. Pardon, je suis un peu médisant en disant ça, mais bon, la scène est vraiment cool, hein, quand toutes les catapultes et tous les engins de siège et de guerre font une espèce de chorégraphie grâce au tambour et grâce à la musique pour bien s'orienter. Dans la cohérence de cet univers, jamais déjà ils auraient compris le procédé de comment, tiens, quand tu joues du tambour, tu fais ça, alors qu'en vrai, ils n'arrivent même pas à se parler. Après, oui, bon, on peut se dire que grâce au pouvoir de la musique, le langage de la musique est universel, ils sont réussi à se comprendre, ok, admettons. Puis ça donne une scène super cool où tout se met bien en place avec une musique assez chouette. Donc tout ce côté-là, j'ai trouvé ça vraiment pour le coup réussi. Tout ce qui est côté Burgonde, c'est ce qui a fait en sorte pour moi de rester accroché dans le film à la fin. Bon, en tout cas sur la deuxième partie. Enregistrement de piètre qualité en approche. Je viens d'y repenser seulement après l'enregistrement de cette Snepuc, mais un des problèmes du film réside dans le fait que Kaamelott a une assez grosse galerie de personnages. Et ça a dû être compliqué du coup de bien les intégrer dans un film de 2 heures. Là où avant dans une série, tu as plusieurs épisodes où tu peux lâcher un personnage, le faire revenir après. Là forcément on n'a pas vu tous les personnages, mais certains peut-être sont un peu sous-exploités selon moi, comme Léo Dagan, qui est sympa au début parce qu'on le voit en tant que pécor et on s'y attend pas à le voir comme ça, mais c'est logique, comme il est obligé de se cacher, il a plus d'hommes à lui. Donc forcément, il est obligé de bêcher son propre terrain et tout. Donc ça mène des situations assez cocasses. Mais après, il est très vite en retrait, même s'il a une sorte de rôle dans le fait de rameuter les Burgondes avec lui. Bon, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a quelques personnages que je trouve assez
exploité assez bizarrement. Même le prêtre, par exemple, le fait qu'il soit un méchant maintenant, ça me dérange un peu parce que ça fait partie des personnages qui sont aux côtés d'Arthur depuis le début. Et là, le fait qu'il soit du côté des méchants, ouais, ça m'attriste un peu, surtout qu'à la fin du livre 6, on le voyait essayer de fuir aux côtés de... Je sais plus quel autre personnage, mais il se cachait aussi, et là, d'un coup, il fait partie des méchants avec Lancelot, donc bon, je trouve ça dommage. Enregistrement de piètre qualité terminé. Les deux scènes qui se veulent emblématiques du film, c'est-à-dire le retirage de l'épée par Arthur et le bisou entre Arthur et Guenièvre, deux scènes qui pour moi malheureusement tombent comme un soufflet. Le retirage de l'épée qui pâtit du fait que justement il y avait la scène, si vous vous rappelez, du jeu en fait qui permettait de déterminer si Arthur allait avoir la possibilité de retirer l'épée ou pas. Puis comme ils ont gagné grâce à un coup dans les noyaux de la part de Guenièvre sur un gars, ça passe. Donc ça, pareil, quand... Dit comme ça, en fait, c'est vrai que du coup, ça fait cohérent avec l'univers. Puis moi, à la rigueur, ça m'a fait rire. Mais ouais, ça empathie de cette scène qui était pour moi pauvre. Du coup, ouais, t'es devant l'épée, tu fais... ok, Arthur, il retire l'épée. Enfin, moi, j'avais conscience que j'étais devant un truc chouette que je voulais voir depuis longtemps. Je le voyais, puis voilà, quoi. Bon, très vite, quand même, la scène redevient un peu sympa. C'est que je m'attendais pas, en fait, à une fois qu'il l'est, à ce que l'épée s'éteigne. Ça, je trouvais ça un peu cool. Une bonne idée aussi. Même si après, elle se rallume plus tard pour le combat final en mode 2.0. Maintenant, elle est bleue. Wow, on aurait dit un sabre laser. Genre quand tu tombes du côté obscur vers le côté du bien, enfin, ou inversement. Donc ouais, pareil, là, pourquoi elle s'est éteinte au début, on sait pas. Pourquoi elle s'allume à la fin, on sait pas. Bon, admettons, hein, c'est de la magie. Après, on n'est pas obligé de tout comprendre. Et enfin, le bisou entre Arthur et Guenièvre, hein, on l'attendait tous. Moi, honnêtement, c'est un des axes qui me plaît le plus. C'est leur amour qui est entre eux, qui est vraiment présent, je trouve, depuis le livre 5, encore une fois, je crois, où Arthur se décide d'aller chercher sa descendance et Guenièvre l'accompagne. Et il y a plein de moments touchants entre deux où ils sont des petits sourires et tout. Non, mais avant, ça a commencé quand Arthur l'a libéré de chez Lancelot. Et il y a un petit sourire entre eux, ils se caressent la joue, c'est assez mignon. Puis là, ils s'embrassent enfin, parce que voilà, parce qu'ils s'aiment et tout. Donc ça fait un peu forcé quand même, parce que... Moi, non, en fait, j'aime bien cette scène, juste, c'est le fait elle apparaisse à un moment du film où j'étais un peu blasé du film, malheureusement. Donc, à revoir après, peut-être qu'en revoyant le film, mon attrait à cette scène sera tout autre. Ouais, donc globalement déjà, donc là j'ai fini tout ce qui était partie histoire. Je suis globalement déçu à ce niveau-là. Clairement, je vais pas le cacher. Je m'attendais à quelque chose de plus inattendu. S'attendre à de l'inattendu, ça veut pas dire grand-chose, mais là honnêtement, depuis le temps que j'ai fini comme tout le monde les saisons de Kaamelott, je me suis déjà fait un film dans ma tête de comment ça serait. Je l'aurais imaginé un peu comme ça, sauf que moi, je ne suis pas Alexandre Astier, donc c'est clairement, moi, j'arrive à voir comment il aurait pu être fait, tous les défauts qu'il aurait pu avoir, c'est-à-dire reprendre à coup de pelleter l'humour d'avant, mais sans inventer de nouveaux gags, tout en restant dans la patte d'Alexandre Astier. Ouais, on dirait En fait, j'ai eu l'impression de voir, au niveau de l'histoire en tout cas, même du film globalement, un film fait par un fan, en fait, à qui on aurait donné plein de sous, et la possibilité de diriger tout ce monde. Et c'est dommage, quoi. Guillaume Gallienne, le comédien multi-césarisé pour Les Garçons et Guillaume à table, a expliqué à quel point il était enjoué lorsqu'Alexandre Astier lui a proposé de participer à son film. « J'adore l'univers de ce type, j'adore l'humour de ce type, j'adore l'intelligence de ce type, le sens du verbe, de la musique, de tout », a-t-il déclaré. Malgré tout, le réalisateur lui a demandé s'il avait des restrictions. C'est à quoi Guillaume lui a dit qu'il avait le mal de mer. Or, l'une des scènes de Guillaume se passe entièrement sur un bateau, lui a alors indiqué Alexandre Astier. Ce à quoi il lui répondit « Je n'aurai pas le mal de mer ». D'ailleurs, sur une des affiches du film, son personnage, Algazar, prévient « Je vais être franc, je ne suis pas friand de voyages nautiques ». Un joli clin d'œil donc. Bon, sinon, parlons de l'humour quand même. Bon, d'accord, il révolutionne rien, il reprend un coup de pelleté des anciens trucs, mais quand même, globalement, il réussit, il est dans le ton de la série. J'ai quand même bien rigolé devant. Il y a, on va dire 30 gags, j'ai dû vraiment rire dans la salle.
2 fois vraiment bien rire, notamment avec donc évidemment le duc d'Aquitaine. Alors, ils sont venus, ils lui ont mis un coup de lance. Et puis, elle a essayé de se faufiler comme ça pour se cacher sous le buffet. Et puis, elle passait pas parce que, elle n'avait plus conscience de sa masse. Donc, elle est restée là, comme ça. Puis, 6 heures après, elle a été crevée. J'ai dû 8 fois peut-être faire une sorte de... voilà. Et peut-être, 3-4 fois des... En fait, là, vous l'avez pas vu, mais en gros, lever un peu les yeux au ciel en mode... Putain, c'est un peu lourd, là. Allez, on continue. Laisse dans le ciel. Limite, en fait, j'aurais aimé que ce film... Il y ait quasiment pas d'humour dedans, en fait. J'aurais aimé avoir un vrai film avec une vraie intrigue. Là, ça m'aurait mis sur le cul. Là, j'aurais kiffé. Et ouais, il y a encore un truc un peu bâtard qui est un peu dommage à ce niveau-là. La musique, pour moi, est vraiment le gros point fort du film. Elle est vraiment très forte. Encore une fois, composée, orchestrée, tout ce que vous voulez par Alexandre Astier. Donc, il a déjà montré qu'il savait faire de la musique, que le gars était quand même doué là-dedans. C'est pas seulement il crée sa petite musique dans son coin pour son petit film. Non, clairement, il a une oreille musicale, le monsieur. Juste, alors là, personnellement, j'aurais aimé que, par contre, là, à ce niveau-là, il y ait quelques petits clins d'œil, je sais pas, des reprises de thèmes originaux de la série, un peu plus pour le film. Peut-être qu'il y en a eu, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait des trucs qui m'aient fait tilter dans mon cerveau de « Tiens, ça, c'est ce thème-là, ça, c'est ce thème-là. » Voilà, c'est dommage. J'aurais aimé avoir des petits clins d'œil pour bien montrer que là, on est dans Kaamelott, quoi. Ça, c'est... Mais bon, tant pis. Et pareil, ça n'a pas été montré par les décors. Waouh, quelle transition, dis donc. Donc, je vais parler des décors et des photos. Le décor, bon, pour parler encore d'un point négatif, j'ai parlé que de ça, je suis désolé, mais c'est clairement, là, c'est mon ambiance du soir, quoi. Peut-être qu'en revoyant le film plus tard, ça ira mieux. Mais, par exemple, le château de Kaamelott, quand il y est, Lancelot, si j'ai bien compris, il a réinvesti le château de Kaamelott et il vit dedans. Jusque-là, on est d'accord. Parce qu'à un moment, j'ai eu un doute sur le fait que ce soit peut-être le château du roi Ban, de son père. Mais je crois que c'est seulement Guenièvre qui, elle, était enfermée dedans. Mais Lancelot n'y était pas. Je crois que j'ai compris à peu près ça. Donc, c'est comme ça que je l'ai compris. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Mais si c'est ça, honnêtement, le château de Kaamelott, à aucun moment, j'ai eu l'impression d'y être. J'ai dû me forcer à chaque fois de me dire « Ah là, on est à Kaamelott ». Parce que à aucun moment, je ne reconnais les salles emblématiques de la série qu'on a pu voir, genre la salle du trône, je sais pas, la cuisine, la salle de bain. Bon, peut-être que la salle de bain, il n'y avait pas besoin de la voir, mais genre les chambres, enfin, j'aurais aimé de revoir des décors d'avant, même s'il y a quelques années qui sont passées. Les salles auraient pu bouger un peu, mais honnêtement, je les reconnaissais pas, quoi. Et même l'extérieur, voilà, je trouve que ça faisait trop lisse, trop gris. Alors que dans la série, il y a plus un côté, un peu gris-marron, quoi, vraiment plus terne. Et là, c'est beaucoup trop clair, quoi, comme ils avaient tout poncé toutes les pierres. Mais sinon, en termes de décor, tout est vraiment très joli pour le coup. Encore une fois, le flashback, comme je disais, bon, il est raté. Mais en termes de visuel, il amène vraiment quelque chose de chaud qui manquait peut-être un peu au film. Donc ouais, franchement, les décors, même dans le Royaume de l'Ogre, ils sont vraiment chouettes à voir. En tout cas, le film, visuellement, il est pas dégueulasse à voir du tout, clairement. Et je trouve que la photo est vraiment réussie, surtout quand il fait sombre, c'est-à-dire dans le combat final entre Arthur et Lancelot, avec le bleu de l'épée qui rend super bien. Et surtout, pour moi, la scène la plus forte du film est clairement celle qui m'a pris aux tripes. C'est l'introduction de Lancelot dans le film, puisqu'on voit tous ses sous-fifres parler avec les Saxons. D'ailleurs, Sting et la fille, ils sont bien dans le film. Je vais pas dire incroyable, mais non, Sting, il s'en sort très bien en français. Et pour un chanteur qui est pas forcément acteur là-bas, je trouve qu'il amène une petite prestance. Mais ouais, toute cette scène d'introduction où d'un coup, il y a Lancelot qui se lève et qui va pour valider le fait qu'il cède l'île. Cette scène, elle est tournée d'une manière mais vraiment magnifique. Il y a une musique en plus derrière, il y a beaucoup de tension. Lancelot, à ce moment-là, est ultra impressionnant. Et ça dégringole au fur et à mesure, parce que quand même, bon, on va parler... À un moment, voilà, faut quand même parler du costume de Lancelot. Il est charismatique, il est assez, unique, pour le coup, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres costumes un peu comme ça. Il y a un côté un peu Dark Vador, mais un peu en mode blanc, quoi. C'est-à-dire un truc très emblématique. Et quand il bouge pas et quand il est dans le noir, je trouve que c'est très très bien. Dès qu'il y a un peu de lumière... on se rend compte qu'il a un peu l'air con, quoi. Et encore plus quand il bouge, clairement, je trouve qu'il y a des moments où il essaie d'aller vite,
mais on sent que c'est pas pratique et c'est très joli à voir, mais c'est pas pratique du tout. C'est comme quand on voit certains défilés de mode où il y a les filles qui ont des chaussures qui font avec un talon de 1 mètre. Vous voyez ce genre de truc, ou alors elles ont une jupe en parapluie. Des trucs comme ça de oh, c'est sympa visuellement, mais jamais je porterais ça en vrai. Bah là, c'est pareil pour Lanceau. Mais n'empêche que je le trouve vraiment stylé, hein, quand même. La bande originale du film est sortie sous le label de la Dutch Gramophone Gesellschaft, qui est une société d'édition de disques de musique classique, fondée en 1898, et qui est le plus ancien éditeur de musique enregistrée encore en activité. Un honneur rare pour une musique de film français. Enfin, les effets spéciaux, surtout les effets magiques, que ce soit le Roi Lot en faisant des éclairs, ou Arthur qui utilise son anneau pour dévier une épée, enfin, toutes ces petites choses-là, ça rend super bien, mais c'était déjà le cas dans la série, d'ailleurs, pour avoir revu la série il y a pas longtemps, honnêtement, les effets magiques n'ont pas trop vieilli, même Excalibur, ça rendait encore bien, donc c'est tout à fait logique qu'à ce niveau-là, ça soit pas raté. Et pareil au niveau des attaques de siège, qui est tout fait en numérique, hein. De toute façon ils ont pas fait ça en vrai. Les espèces de catapultes. À roulette! Oula! J'ai un peu trop gueulé, ça, non? À roulette. Ou trébuchets qui envoient des pierres pour défoncer Camelot. Ça rend bien, bon ça fait faux, hein, évidemment, ça fait pas ultra vrai, mais honnêtement pour un film français, bah ça a de la gueule et c'était plaisant à voir. Je pense avoir tout dit sur ce film. Bref. À mon pâté cinéma, donc là où j'ai vu l'avant-première, il y a eu une petite introduction où il y avait Alexandre Astier qui parlait du fait que un film, pour être diffusé en salle, devait raconter une histoire, sinon il n'y avait pas d'intérêt. Bah pour le coup, ça me fait tellement chier de dire ça pour Kaamelott, en vrai c'est terrible, hein. Ça me bousille le cœur parce que clairement, cette histoire, bah, elle méritait peut-être pas d'être montrée là. Celle-là, quoi, je suis vraiment déçu et dégoûté, très clairement. Ça me fait chier. J'ai pas envie de j'essaie pas de me payer Kaamelott, hein, mais putain, quoi, fait chier. Ça me fait vraiment chier. Je souhaite qu'une chose, c'est de pouvoir le revoir tranquillement plus tard et me dire, je l'ai vu dans de mauvaises dispositions. Maintenant que j'ai l'impression qu'il était mauvais. En le revoyant, peut-être que je vais le voir d'un autre œil. J'espère juste que ce revisionnage va me permettre de me dire que ouais, Kaamelott, c'est à la fois une série et un film après, quoi. Évidemment, il y a tout l'univers BD qui est d'ailleurs très chouette. Je les ai pas toutes lues. Je dois être à 5 sur 9, un truc comme ça, ou 4 sur 9. Mais ceux que j'ai lus étaient très bien. Et j'espère que c'est pas un des trucs qui va me faire encore une fois dire, comme beaucoup de reprises, bah ouais, fallait laisser ça de son côté et pas le reprendre, quoi, si c'est pour le gâcher. J'espère que ce sentiment-là ne va pas rester. Clairement, je l'espère. Mince, quoi. En fait, le film, il essaie maladroitement d'arranger tout ce que les derniers livres ont amené en péripéties. Il essaie de les arranger en un seul film. Et ça va trop vite, c'est trop simple. Le chemin d'Arthur, juste, il revient. Il y a un jeu, il prend l'épée. Tac, avec la résistance, il monte un petit truc avec les Burgondes. Ça va ultra vite, très vite, ils reprennent le pouvoir. Merde, Lancelot, il avait le pouvoir depuis quelques années et tout, quoi. Il a les Saxons à sa botte, c'est pas 100 Saxons. Si c'était que 100 personnes comme ça, bah, depuis longtemps, il aurait fallu... depuis longtemps, la résistance aurait pu reprendre le pouvoir. Plein de trucs comme ça qui me paraissent pas logiques du tout. Là où peut-être mon espoir peut être encore présent, c'est la suite qui s'annonce plus comme les premiers livres, pour le coup, avec une reconstitution de Kaamelott, une sorte, ouais, toujours à table ronde, et la recherche du Graal, une reprise de la recherche du Graal, puisque là, bon, d'après ce film-là, la menace Lancelot est écartée temporairement, visiblement, puisqu'il n'est pas mort, je rappelle. Mais peut-être que ça peut ramener des petites choses un peu cool, comme dans les premiers livres. Moi, je demande que ça, peut-être revenir à un truc un peu plus basique, où on voit Arthur gérer toute son équipe pour ce but commun. J'aimerais juste finir en disant que pour un film français, quand même, il est à saluer et à encourager, parce que c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses négatives, mais clairement, aucun film français n'a fait mieux depuis très longtemps, hein. Le dernier film français dans le même genre qui me vient en tête, c'est Les Visiteurs 3. Et clairement, on est très loin du fiasco des Visiteurs 3. Clairement, on est... s'il n'y avait pas mon affect qui parlait, si j'essayais de prendre un peu de recul et de prendre ce film-là que comme une seule œuvre, je me dirais que c'est un bon film.
C'est un film sympathique à voir. Peut-être pas besoin de connaître Kaamelott pour voir ce film. C'est évidemment bien mieux d'avoir vu, de connaître un peu l'univers Kaamelott pour le voir. Mais bon, ouais. Je sais pas quoi dire de plus en fait. J'hésite en fait à couper cet épisode parce que je sais pas. Bizarrement, peut-être que j'espère encore qu'il y a un truc qui me revienne là en tête pour me faire me dire non, c'est un bon film. Mais non, là, il y a rien qui me reviendra. Le film s'est terminé. Il y a eu une scène post-générique, voilà, où il y a la réponse, le passage de la réponse qui est à terre et qui bouffe de la neige. Bah, pareil, je sais pas trop, on sait pas encore trop ce qu'elle amène, mais au moins on voit que la réponse est là, donc ça c'est cool. Il y a plein de personnages qui manquent quand même, hein. Il y a Bruno Salomon qui est pas là. Pareil, il y a pas Simon Astier, il y a pas la mère d'Arthur. Il y a plein de petits passages qui manquent. C'était peut-être pas possible aussi de montrer tous les personnages en un seul film. Faut en garder pour les autres. Ça, je comprends tout à fait. Pour tout vous dire, ouais, quand j'ai lâché le film, je pensais plus à ma voiture qui était garée dans un parking souterrain où j'ai pu accéder trop facilement. Normalement, faut payer avec un ticket. Et ben là, j'ai pu rentrer sans ticket. Je me disais, mince, ça se trouve, quand je vais ressortir, le parking sera fermé. Il me faudra un ticket, mais comme ils me l'ont pas donné, je vais devoir payer, je sais pas, un ticket supplémentaire plus cher parce que j'ai pas pris le ticket. Enfin, je me comprends. Mais en gros, 3-4 fois pendant le film, je me suis encore plus décroché en me disant, putain, ça se trouve, je vais devoir gérer ce problème avec ma bagnole. Mais finalement, rassurez-vous, tout s'est très bien passé. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Oui, je suis d'accord, effectivement, c'est peut-être un peu trop long là. Donc, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Fait chier pour Kaamelott quand même. Fait chier, putain, merde. À la prochaine. Gros bisous. Putain.